Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour cette seconde partie de votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Moïse Agbenigan à la présentation et à la réalisation pour vous, et surtout avec nos invités de marque qui nous honorent de la présence dans nos studios. Monsieur Yempapou Yembouam, analyste et membre de la société civile résident du côté de la diaspora. Monsieur Folie Alain, juriste et stratégiste. Merci à vous tous d'être connectés. Et pour cette deuxième partie, nous parlerons du Togo où les Togolais de l'extérieur ont désormais une maison de la diaspora inaugurée le 25 novembre dernier. Et pour le professeur Doucet, chef de la diplomatie togolaise, la création du HCTE répond à l'impératif de donner au gouvernement un interlocuteur à la fois représentatif et fédérateur de la diaspora dans toute sa diversité. Cette maison, donc, d'après le chef de la diplomatie togolaise, va optimiser les contributions des compatriotes de l'extérieur au développement national. L'inauguration de cette maison de la diaspora s'inscrit en droite ligne avec les multiples actions initiées par le gouvernement dans le but d'inclure et d'impliquer les Togolais et tous les Togolais à l'œuvre pour la construction nationale. Voilà donc les mots de son Excellence le professeur Doucet, le ministre en charge de la diaspora aujourd'hui, qui continue par faire son travail. Comment avez-vous reçu cette information, monsieur Yempapou Yembouama? Oh, je crois que c'est avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'espoir que j'ai reçu cette information. Voilà, et monsieur Maître Alain, vous faites partie de la diaspora et vous résidez du côté de la diaspora. Ça fait un long moment et aujourd'hui vous êtes un acteur également un peu dans la politique. Et aujourd'hui, avec le professeur Doucet, la diaspora a une maison. Quelles sont vos réactions? Ma réaction est que cette maison est la bienvenue. Sauf que je soupçonne qu'elle a une vocation mitigée et un impact limité. Donc, qu'est-ce que je dis par là? D'abord, avant même d'aller vers la diaspora, je veux d'abord parler du cheminement qui a amené à la mise en place de cette structure. Il faut dire que le professeur Doucet, depuis des années, avec un nombre de certains membres de la togolaise ont entamé cette procédure d'installation d'une structure d'ancrage de la diaspora dans les affaires du pays. Et à ma grande surprise, quand on avait mis sur pied le HCTE, qui était le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, j'étais l'une des premières personnes à critiquer cette structure en disant qu'elle correspondait à un plagiat, que le professeur n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour nous trouver une formule assez originale, surtout que avant qu'elle ne soit portée sur les fonds baptismaux, il y avait ce qu'on appelle le HCBE, qui est le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Donc, c'est pour moi comme une répétition. À un moment donné de notre histoire, je mets la déclaration du feu président Yadema, qui, quand on parle de la démocratie béninoise, dit qu'il n'y aura pas de suivisme. Alors, si avec le président Faure et Sozimna Singbe, on peut faire du suivisme maintenant, moi je crois que c'est une bonne chose. Surtout que je sais que dans son collimateur, il y a beaucoup de Béninois qui travaillent pour lui, qui travaillent le président Faure. Donc c'est une bonne chose que dans un souci d'harmonisation des structures politiques, voire juridiques, par exemple dans le cadre de l'OADA, on a harmonisé les structures, les normes économiques qui régissent la sous-région un peu. Donc je crois que c'est finalement
moi qui critiquais, bon, je me suis dit que finalement, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ça donne la possibilité d'une certaine coopération entre ces deux pays francophones limitrophes, qui sont le Togo et le Bénin, qui peuvent faire de grandes choses ensemble. Moi, par exemple, je me souviens, en 2014, j'ai été invité, ça c'était avant la création de HCTE, donc j'ai été invité par le HCBE, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, alors que moi je suis togolais et ils le savaient. Et ils m'ont invité à venir parler de la diasporisation béninoise. Et ce que j'appelais diasporisation béninoise, c'est comment les membres de la diaspora béninoise pouvaient-ils contribuer à l'essor, à l'émergence économique de leur pays. Et si moi, en tant que juriste, stratégiste ou internationaliste, je suis invité à parler à une instance aussi importante des Béninois, et je me demande pourquoi pas, et nous ne pouvons pas continuer dans ce sens en faisant un peu de suivisme sur beaucoup de plans, surtout sur le plan de la démocratie. C'est-à-dire pour vous inviter? M'inviter, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que je suis togolais, mais les Béninois m'ont appelé à venir de leur pays, alors que moi je suis togolais et je suis parti le faire et ils ont apprécié. J'ai rencontré les responsables de ACBE et tous les représentants dans presque tous les États du monde qui étaient venus à cette conférence que nous avons eue à Baltimore. Donc c'est pour dire qu'on doit accélérer la coopération, non seulement entre diaspora béninoise, diaspora togolaise. Nous sommes comme les enfants d'une même nation. Ce qui veut dire que Maître Alain aujourd'hui d'accord à travailler avec le gouvernement en place. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est d'abord de faire le constat que si quelque chose est bien chez quelqu'un, on peut prendre ça pour développer nous. Alors, on a compris votre position par rapport à ça. Alors, Monsieur Yampapou Yambouama, aujourd'hui vous faites partie de l'un des présidents de l'association résidant du côté de la diaspora. Vous travaillez également avec certains au conseil des Togolais de l'extérieur, l'étranger. Quelle est votre appréciation par rapport à ces travaux que font les hauts conseillers? Comment est-ce que vous appréciez ce qu'ils font sur le terrain à la diaspora? Et de la même façon, il y a le guichet de la diaspora qui est mis en place. Il y a de cela, ça fait un bon moment et on n'a pas encore le feedback. Et il y a maintenant la maison de la diaspora. Oui, d'abord pour commencer, il faut peut-être clarifier une position par rapport à ce que vous dites. Nous ne sommes pas en train de travailler, en tout cas pas à l'heure actuelle, avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. J'ai eu la chance de rencontrer par le biais de votre émission Dr Kate, avec qui nous avons effectivement débattu au départ sur le lancement du guichet de la diaspora. Et donc, en son temps, j'avais fait donc comprendre ma position et la position de notre association par rapport donc à la question du guichet de la diaspora. Je crois que Dr Kate et moi, nous étions sur la même longueur d'onde et il avait été indiqué que nous serions amenés à prendre contact pour justement voir dans quelle mesure nous pourrons collaborer dans le sens de mieux organiser de la diaspora, de mieux comprendre justement le contenu du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et du guichet de la diaspora. Mais ceci étant, c'est vrai, nous avons les contacts, mais nous n'avons pas encore eu de débat véritablement centré sur une collaboration, sur un travail précis.
Dr Keita a créé un groupe sur lequel je suis, où chaque jour il essaie donc de passer certaines informations à la diaspora. Je crois que c'est peut-être déjà un pas, mais j'ai eu la chance donc de rentrer au pays tout dernièrement, où j'ai fait pratiquement 3 mois, et j'ai eu la chance de rencontrer le directeur, d'accord, des Togolais de l'extérieur. En son temps, le bâtiment que nous saluons aujourd'hui n'était pas encore prêt. Je l'ai rencontré donc au ministère des Affaires étrangères, et les échanges que j'ai eus avec ce monsieur ont confirmé, en tout cas, mes convictions et les convictions de mon association quant à la nécessité d'accompagner effectivement le guichet de la diaspora. Quand bien même aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore trop la question, parce que quand j'ai discuté avec lui, il était ressorti vraiment beaucoup d'intérêt. Ce qui m'a satisfait, c'est que j'ai eu le sentiment que finalement l'autorité togolaise comprenait les difficultés de la diaspora. À travers son exposé, il m'avait donc fait comprendre qu'il y a souvent des incompréhensions entre la diaspora et l'autorité, parce que vous savez, quand la diaspora, en tout cas quand les Africains ont quitté leur pays, ils sont allés en Occident, ils ont vu les pratiques qui se font là-bas, ce qui n'ont absolument rien à voir avec nos pratiques au pays. Quand ils reviennent, le minimum de choses, c'est qu'ils ont envie d'avoir aussi dans leur pays des choses qui bougent, à peu près comme en Occident, alors que les moyens ne sont pas effectivement adaptés pour cela. Alors donc, l'autorité était en pleine réflexion pour voir, malgré les moyens limités, ce qu'ils pouvaient faire pour que cette diaspora-là, lorsque elle a un besoin au pays, que ce soit dans le cadre de la création d'une entreprise, ou que ce soit donc dans le cadre d'un projet qu'ils ont à lancer, ou que ce soit peut-être juste pour apporter des propositions, qu'ils puissent trouver effectivement les oreilles attentives. Vous savez que souvent les processus pour créer par exemple une entreprise au Togo, ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, ce qu'ils étaient en train de faire était dans le sens de faire en sorte que lorsque un membre de la diaspora revient, sachant qu'il a un temps limité de séjour, qu'on puisse mettre à sa disposition en contact direct avec, par exemple, le service du Haut Conseil de la diaspora, peut appeler par exemple les impôts pour leur faire comprendre que non, c'est un dossier sérieux, il faut vraiment accélérer la situation. Ils peuvent appeler donc le ministère donc chargé du commerce et tout ça là, pour leur faire comprendre que ça, c'est un dossier vraiment sérieux. Et quand je lui ai exposé, par exemple, les difficultés que mon association avait à disposer d'un récépissé, il m'a fait comprendre que non, si j'avais su, en réalité, quand on revient comme ça, on devrait se diriger directement vers eux. Eux, ils vont prendre notre dossier en charge et leur faire comprendre qu'écoutez, ce dossier-là, vous devez le traiter avec diligence. Et donc, toutes les difficultés que nous avions eues à traverser, on aurait pu effectivement ne pas avoir toutes ces difficultés-là et avoir gain de cause par rapport à notre association. Et je pense que c'est quelque chose de véritablement important. Donc c'est ce sentiment-là que les gens sont désormais prêts à écouter, à porter une oreille attentive à la diaspora, à leur faciliter les choses dans la création justement de leur entreprise et dans le développement de leur projet. C'est cela qui quelque part me donne beaucoup d'espoir, et je me dis que si on se met ensemble, il se peut qu'on puisse parfaire ce qui reste encore à le faire. Parfaire ce qui reste encore à faire, si je vous paraphrase un peu, cela veut dire tout simplement que le président Issa Zinafort s'intéresse beaucoup plus à la diaspora aujourd'hui. Il travaille très bien, n'est-ce pas, monsieur Maître Alain? A priori,
ces associations qu'on puisse avoir vu les efforts qui sont faits jusque-là, mais j'ai dit qu'il y a une certaine limitation quand même qu'il faut noter sur le plan social, par exemple, comme vient de l'expliquer mon interlocuteur, M. Yen Papou. Eh bien, cette structure qui a la forme d'une araignée et qui est une structure centralisée, qui est au pays et qui a des points focaux dans les ministères et aussi dans les ambassades du Togo, peut faciliter l'accès aux ressources du pays à quelqu'un qui vient de la diaspora et qui s'identifie en tant que tel, qui va vers la maison de la diaspora pour faire ses affaires. Comme l'a dit M. Yampabou, c'est une bonne chose. Maintenant, moi je note deux limitations ou bien deux difficultés particulières. Allez-y. La première limitation que je note, c'est le véritable souci du développement du pays. Et quand on me parle de points focaux dans les ministères et dans ça, je me dis que ce n'est pas suffisant. Cela ne prend pas en compte les populations de l'intérieur. Aujourd'hui, notre diaspora est cosmopolite. La plupart, presque toutes les ethnies du Togo ont voyagé vers l'extérieur. Et le levier important du développement de nos pays, je crois que c'est la notion de décentralisation. Donc, il va falloir avoir aussi des points focaux dans les différentes structures sur des représentants régionaux et aussi des représentants locaux qui vont faire un travail de mise en valeur des structures locales, des potentialités de toutes les localités pour faire des propositions de développement intégrées à partir de ces structures locales. Donc, il ne suffit pas de revenir au pays et de chercher à construire une maison ou bien à essayer de mettre sur pied un business dans la capitale. Il faut que nous essayions, le Togo, l'avantage que le Togo a, c'est aussi l'avantage de la Suisse. Et je comprends pourquoi le premier président du Togo voulait faire du Togo la Suisse de l'Afrique. Voyez-vous. Donc, c'est à cause de notre superficie, nous pouvons étudier les âges comparatifs de chaque région et de chaque préfecture. Aujourd'hui, on nous parle de la zone d'industrialisation d'Adeti-Kopé. Au Ghana, le président Addo, quand il est arrivé au pouvoir, il a initié ce qu'ils ont appelé One Factory. Donc, dans chaque circonscription du pays, ils vont voir quelle industrie est adaptée à cette partie, à cette localité du pays. Alors, donc, si on fait ce travail de base et qu'on a toute cette base de données au niveau de la maison de la diaspora, vous allez voir que le développement du pays va s'accélérer. Donc, je ne vois pas encore ça. J'ai entendu mais il y a des démarches qui sont faites, M. Alain. Alors, M. Yampapou Yambouam, la mise en place de cette structure ne vient pas à point nommé pour aider la diaspora à se réorganiser lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de trucs à faire du côté de la diaspora. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais je comprends justement les inquiétudes de M. Alain qui parle donc de la nécessité de se décentraliser.
Mais je crois que, c'est-à-dire pour chaque projet, il y a quand même un point de départ. Et je pense que du moment où ça a commencé, comme je l'ai dit, peut-être avec notre collaboration, on pourra donc terminer avec le reste. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment le Togo peut initier un projet et sans l'inclure dans un processus de décentralisation, puisque actuellement, le Togo est en plein processus de décentralisation. Donc, ce qui est fait actuellement au Togo, pour éclairer peut-être Maître Alain, c'est que même si, par exemple, moi qui suis, par exemple, de Dapan, ok, si j'arrive au Togo, et la maison de la diaspora, bien qu'étant effectivement à Lomé, il suffit seulement que je veuille créer peut-être une entreprise à Dapan et que j'engage donc le processus et que j'appelle la maison donc de la diaspora pour leur dire, écoutez, voilà mes informations, ils vont demander tout à savoir, et puis eux, ils vont entrer en contact avec les services locaux pour voir dans quelle mesure, effectivement, faire en sorte que ton travail puisse trouver beaucoup plus de facilité. Moi, je vous ai donné un exemple au cours d'une des émissions. J'ai voulu expérimenter pour le compte de mon association et la culture, par exemple, du soja à Dapan. Et donc, j'ai juste voulu faire un truc expérimental sur 1 hectare. Et par ce biais-là, j'ai pu donc entrer en contact avec le directeur régional de l'agriculture. Et je vous assure que j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a des choses que j'aurais dû me tracasser pour vouloir faire moi-même et peut-être même payer cher à des gens pour le suivi, sans savoir qu'en réalité, c'est des services qui sont là, disponibles, que l'État a mis sur pied pour nous. Et donc, en ayant été en contact avec la direction régionale de l'agriculture, on a mis effectivement au service donc de cette expérimentation un technicien agréé pour pouvoir suivre tout le processus. Et cela a été beaucoup moins coûteux pour moi parce que, je crois, c'est combien? J'ai payé sur toute la saison 20 000 francs, quelque chose comme ça, 20 000 francs. Et donc, à des étapes régulières, le technicien va aller suivre le suivi de votre projet pour voir quelles sont les recommandations à donner, etc., etc., jusqu'à la fin du processus. Vous comprenez? Mais si je n'avais pas fait cette démarche-là, je n'aurais jamais su qu'il y a quelque chose comme ça qui est arrivé, qui était là, que je pouvais utiliser. J'aurais dû certainement dépenser des centaines de mille francs certainement pour avoir un technicien qui va faire pour moi le suivi. Donc ça, c'est pourquoi j'ai dit que c'est vrai, aujourd'hui, compte tenu de tout ce que notre pays a traversé, compte tenu de ce que nos gouvernants nous ont toujours fait voir, c'est normal qu'il y ait de la méfiance. C'est normal qu'il n'y ait pas de la confiance donnée tout de suite. On a besoin de voir pour croire. Et moi aussi, il a fallu effectivement que je puisse être en contact avec ce truc-là pour commencer à comprendre que, ah, ok, il y a peut-être quelque chose de sérieux qui se fait. Mais paradoxalement, quand je devrais revenir à l'aéroport, j'ai constaté des dysfonctionnements énormes. Vous comprenez, tout le monde sait que l'aéroport, c'est le lieu idéal pour effectivement traiter les questions de la diaspora. Vous allez pour faire votre test, malgré le fait qu'on a tenté d'informatiser les choses, les gens font tout quand même. Entre-temps, on arrête justement la liste informatisée là, et puis on trouve le moyen de faire passer des gens qui ont des bras longs. Donc ça fait qu'à un certain moment donné, ça crée du désordre. Ceux-là aussi qui sont là dans la queue, qui attendent, qui n'ont pas de bras longs, ils commencent par s'énerver et tout le monde fait. Donc, c'est petit à petit, c'est des choses que, vous savez, quand les gens ont tellement duré dans un système, c'est un peu compliqué. Tout ça là, ça fait partie de la corruption. C'est un peu compliqué pour combattre ça. Mais là, je crois que la diaspora a effectivement son rôle à jouer. Et ne jetons pas l'eau de bain avec le bébé.
Mais essayons de voir effectivement, à partir de ce petit truc-là qui a commencé, que nous pensons qui peut être quelque chose de bien, comment nous pouvons entrer là-dedans et comment nous pouvons apporter nos contributions pour que cela puisse avoir donc des améliorations de qualité et pour nous servir beaucoup plus. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je crois qu'aujourd'hui nous avons un outil idéal pour accompagner les membres de la diaspora dans l'installation de leurs projets et de leurs entreprises. Maître Alain, la maison de la diaspora ne vient-elle pas renouer la confiance des Togolais à l'étranger? Renouer la confiance des Togolais à l'étranger, en quelque sorte, oui. C'est pour ça que je disais que la vocation de cette maison est mitigée, parce qu'elle ne répond pas et quand bien même l'idée est noble en soi, elle ne répond pas aux exigences primordiales, aux aspirations les plus profondes des Togolais. C'est vrai que tout est question de survie en Afrique, surtout en Afrique des pays les moins avancés, comme le Togo fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Et comment faire pour manger un plat ou deux dans la journée, c'est ça la préoccupation du citoyen lambda. Mais le problème est d'abord, avant de bien me concentrer sur la question que vous avez posée, je veux retourner un peu à l'intervention de notre ami qui m'a beaucoup éclairé sur comment les choses se passent. Moi, ça fait 21 ans que je suis aux États-Unis, je ne suis jamais allé au pays. Et je comprends que notre frère puisse avoir une véritable emprise sur la réalité du terrain plutôt qu'un théoricien comme moi. Mais quand il a choisi, par exemple, la culture du sorgho, et est-ce que tous les gens de Dapaon savent que dans la région de Dapaon, on peut cultiver le sorgho, le haricot, le mil et le riz. Ça, ce sont les produits les plus importants que produit cette région-là. Quand vous descendez dans la région des savanes, nous avons le fonio, nous avons le mil et le sorgho. Voyez-vous. Donc, c'est donné à la fois, ça fait sur le plan économique, d'une façon générale, pas seulement agricole. Il faut que on mette cette donnée à la disposition de la diaspora pour que la diaspora puisse investir de manière stratégique dans le pays, surtout que l'Afrique a mis au point aujourd'hui ce que nous appelons une zone de libre-échange économique continentale, la ZLECAf. Donc, si chaque région du Togo devient un pôle de développement d'un avantage comparatif qu'on peut exporter dans les autres pays africains, il faut voir que cela va augmenter d'ailleurs le trafic du commerce interafricain qui reste très faible, de 15%. Donc si ce que je dis est valable non seulement pour le Togo, mais pour tous les pays africains, moi, en tant que stratégiste, c'est ce que je propose, qu'on fasse un travail sérieux et que cette maison qui constitue un centre des ressources disponibles à la diaspora, un centre de récupération des données de base pour un développement du pays, il faut que toutes ces informations soient là-bas. Maintenant, la difficulté technique que nous avons au niveau de la diaspora, c'est le fait que, quand bien même le Togo est un État unitaire, sa diaspora n'est pas aussi unitaire, aussi unie en tant que telle. Nous avons une diaspora unique, une diaspora divisée à cause de notre passé historique. Nous avons une diaspora
qui est alignée, complaisante, qui accepte ce que fait le gouvernement et suit le gouvernement dans ses projets. Mais nous avons une large majorité de Togolais de la diaspora, des expatriés, qui ne se retrouvent pas dans ce que fait le gouvernement parce qu'il y a des problèmes sérieux sur le terrain. Le plus grand problème, c'est la justice, l'administration de la justice. On en parlera dans un instant. Alors, Monsieur Mbapou Yambouama, d'aucuns m'ont demandé si, par exemple, à travers la mise en place de cette maison de la diaspora, c'est pas pour contrôler, par exemple, les Togolais à l'étranger, vu qu'on sait qu'il y a à l'horizon le recensement de toute la diaspora. Bon, le tout est de savoir si contrôler les Togolais est quelque chose de négatif. Tout dépend de ce qu'on met dans contrôler. Si on met dans contrôler le fait de vouloir vous identifier et savoir qui vous êtes, quel est votre bord politique, pour que en cas peut-être de situation politique, on puisse peut-être vous créer des problèmes, évidemment, ça sera un problème. Mais si c'est dans le sens plutôt d'organiser les Togolais pour qu'on sache que lorsque telle personne quitte le Togo, elle va donc aux États-Unis, voilà son pays d'accueil, voilà sa ville d'installation, de façon à ce que quand il y a quelque chose de manière précise dans cette localité-là, qu'on sache combien de Togolais, par exemple, y vivent, s'il faut les évacuer, s'il faut leur apporter un soutien, s'il faut leur donner une information, qu'on puisse savoir effectivement les cibles, qu'on puisse avoir les canaux, j'allais dire, pour atteindre très rapidement ces gens-là. Oui, ça, je dirais que ce sera effectivement positif. Donc, le tout est de savoir, dans ce contrôle-là, ce qu'on veut en faire. On veut contrôler les Togolais de la diaspora comment? Moi, ce que j'espère, c'est que l'autorité aille dans le sens du contrôle positif. C'est-à-dire faire en sorte à organiser effectivement la diaspora, parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, quand je prends le cas des États-Unis, je crois que l'ambassade des États-Unis, je vais dire du Togo aux États-Unis, c'est à Washington. Et je ne sais pas si on prend la proportion de tous les Togolais qui vivent aux États-Unis, combien sont à Washington? Et quand on regarde la proportion de ceux-là, comme nous autres, qui sont perdus dans les petits États comme Iowa, on a des difficultés énormes à même entrer en contact avec justement cette ambassade-là, ne serait-ce que pour de simples documents. Et il va falloir donc prendre l'avion pour aller là-bas, ce qui fait que quand même notre document, notre pièce d'identité est périmée, on est obligé de laisser tomber et d'attendre lorsqu'on veut aller au pays. On adresse donc une correspondance à l'ambassade qui laisse un laissez-passer pour qu'on puisse aller régulariser donc notre document au pays. Ça veut dire que pendant tout ce temps, quand tu as des activités au pays et qu'à un certain moment donné, on demande des pièces à fournir, vous n'avez pas de pièces justement à jour pour fournir, parce que tout simplement votre document est chose. Donc c'est dans ce sens-là que je suis d'accord avec le frère, dans le sens de faire en sorte à décentraliser effectivement l'action politique, j'allais dire administrative, hein, l'action administrative, de façon à ce que tous les Togolais de la diaspora puissent être servis partout où besoin est. L'autre point important qu'il a souligné, c'est dans la stratégie. Comment faire en sorte que, effectivement, ce qui se fait au pays puisse justement permettre, puisse faciliter au niveau de la diaspora cette levée de fonds pour le financement. Ça, c'est véritablement important. Parce que si les Togolais de la diaspora savent que dans la région des savanes, voilà, ce qu'il faut produire pour gagner, c'est le soja, et qu'il y a des projets et il y a un marché important pour le soja, évidemment,
vous allez voir que ça va attirer les capitaux de la diaspora vers Dapong, ce qui va créer de l'emploi, ce qui va faire en sorte que, économiquement parlant, les populations de Dapong se sentent mieux. Donc, quand on sait qu'à Kara, à Lomé, etc., sur l'ensemble du territoire, il y a justement des études macroéconomiques comme ça va beaucoup faciliter la tâche aux Togolais de la diaspora pour pouvoir suivre effectivement ces orientations. Mais une chose très importante, on aura beau faire, tant que sur le plan politique, on n'aura pas véritablement travaillé à faire en sorte que les gens aient confiance. C'est un problème qui va continuer à diviser les Togolais partout où ils sont. Parce qu'ils vont s'identifier, non pas en tant que Togolais, mais ils vont s'identifier en tant que partisans d'eux. Et il faut qu'on trouve une solution pour sortir de cet ancrage-là, dans lequel, effectivement, nous sommes à l'extérieur. Et je crois que c'est là où il faut effectivement faire le travail, que les Togolais sachent que lorsque ils mettent un franc dans leur pays, effectivement, ça va aboutir, au lieu que ça aide à des ministres à s'acheter des voitures, que ça aide des ministres à climatiser leur garage, au lieu que ça aille... Vous comprenez un peu que lorsqu'ils investissent, ce que les impôts récoltent puisse aider à construire hôpitaux, routes et tout ça là, c'est tout ça là qui va effectivement faire en sorte que la diaspora togolaise se sente concernée par leur pays et soit prêt, dans ce cas-là, effectivement, à mouiller le maillot, à apporter ce qu'il faut pour l'avancement du pays. Je crois que la Maison de la Diaspora peut y travailler pour que ça puisse vraiment donner un résultat intéressant. Aujourd'hui, la politique divise la diaspora, c'est pas moi qui le dis, vous l'avez dit dans vos interventions différentes. Et également, on va balancer un peu, puisqu'un autre pan également de cette discussion concernant la maison de la diaspora ou des Togolais de l'étranger concerne également les réfugiés politiques. On en a plusieurs également du côté de la diaspora aujourd'hui. Il y a une part également de l'opposition qui se trouve du côté également donc de la diaspora, et on se demande dans quel cas ou dans quelle situation cette maison de la diaspora peut aider à la réconciliation nationale. Monsieur Maître Alain. Oui. Je crois que c'est vrai que cette maison de la diaspora vient d'être portée sur les fonds baptismaux et qu'elle a vocation à jouer ce rôle de réconciliation si nos autorités politiques ont vraiment la volonté de faire avancer le pays. Parce qu'on ne peut pas développer un pays quand il n'y a pas une certaine stabilité politique. Donc, la diaspora, nous le disons, elle est divisée. Il y a une tranche de la diaspora et qui est une tranche importante de la diaspora qui n'est pas des réfugiés économiques comme on a l'habitude de nous appeler de façon générale, mais il y a des gens qui ont quitté non seulement par souci économique, mais aussi par inquiétude pour leur vie, parce que il faut le reconnaître, nous sommes dirigés par un régime répressif. Alors, à un certain moment, pour des gens qui veulent se mettre à l'abri de ce système-là, mais ils partent pour l'étranger, pas seulement pour les pays occidentaux, notamment les États-Unis, le Canada, l'Europe, etc., mais aussi sur le continent. Donc, nous avons ce petit pays, avec une population de moins de 10 millions d'habitants, a une diaspora très, très, très large aujourd'hui. Dans le monde, c'est un pays ultra globalisé. Alors, c'est ça le souci. La maison de la diaspora peut véritablement servir à réconcilier
les Togolais, mais elle apparaît aussi comme une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant en ce sens qu'elle peut faire du mal comme elle peut faire du bien. Et beaucoup de Togolais de la diaspora engagée ou bien de ces réfugiés politiques pensent que c'est une structure qui va être usitée dans ce sens-là pour les traquer. Et surtout que nous sommes aujourd'hui un pays qui a été accusé de posséder Pegasus, un moyen, un software qui coûte très cher et qui permet de surveiller ses habitants. Et le gouvernement a beaucoup de moyens pour contrôler cette population-là. Et d'abord, en termes de recensement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur la planète, nous avons des formes de gouvernance qui permettent le développement de leur pays en n'étant pas nécessairement démocratique. Quand vous prenez la Chine, par exemple, la Chine n'est pas un champion en matière de démocratie, mais c'est un pays développé qui fait la concurrence avec les États-Unis, alors que ce n'est pas un pays démocratique. Donc, on peut gouverner le pays, s'éterniser au pouvoir, mais utiliser cette maison pour développer le pays. Ça peut se faire. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en confiance cette partie importante de la diaspora qui ne se sent pas à l'aise de rentrer au pays, qui a peur de rentrer alors qu'elle a des potentialités énormes? Parce que ce n'est pas seulement avec les ressources financières qu'on développe un pays. Nous avons la capacité de transférer le savoir-faire, des technologies, etc., pour faire avancer le pays. Donc, ce n'est pas seulement l'argent du pays que beaucoup de gens critiquent la maison là pour que... J'ai entendu quelqu'un, par exemple, dire que ils ne sont pas capables de gouverner le pays comme il faut. Il y a une mauvaise gouvernance. Les structures du pays ne sont pas développées. Tout le monde est dans le chômage. Maintenant, on veut que les Togolais rentrent au pays et après avoir envoyé de l'argent à leur famille, il faut que les Togolais contribuent aussi à s'occuper des tâches gouvernementales là où le gouvernement a échoué. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre la confiance en des gens qui réfléchissent de cette manière-là? Alors, il va falloir commencer par poser des actes concrets. Et l'autre chose, c'est que cette maison de la diaspora qui peut être utilisée pour faire du mal, pour traquer les Togolais, pour éliminer ceux qui sont les plus affluents, les plus riches, parmi eux par exemple, et qui ont des ambitions politiques, on peut se servir de cette maison-là pour pouvoir les éliminer. C'est ce que fait la Chine, par exemple. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de la Chine. Alors, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que surtout nous, Togolais qui sommes de la diaspora aux États-Unis, nous aussi, nous pouvons faire du mal. Cette maison de la diaspora peut devenir un cheval de Troie pour les résidents des États-Unis. Il y a une arme. Il y a une arme terrible des États-Unis que la diaspora peut mettre en œuvre pour remettre en cause les multinationales françaises qui supportent nos gouvernements. Entre-temps, vous vous rappelez de l'affaire Pep Bolloré qui a emporté un peu la réputation même de notre premier représentant, du président de la République. Il était impliqué dans une affaire de corruption
On en parlera dans une autre émission pour élargir également ce thème parce que c'est une très grande thématique, une très grande fenêtre que vous venez d'ouvrir également sur cela. Mais Maître Alain, on va revenir sur la maison de la diaspora, surtout sur le pan où, par exemple, en cas d'un réfugié politique à l'actualité, Jean-Paul Omolou, qui est toujours au Togo en ce moment. Et que dites-vous? Est-ce que cette maison de la diaspora pourra faire quelque chose pour aider Jean-Paul Omolou lorsqu'on sait qu'une partie de la diaspora ou certains le souhait de tous les Togolais que Jean-Paul Omolou soit libéré? Monsieur Mpapou Yamboam. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas quand même confondre les choses. Exact. Voilà, la maison de la diaspora ne peut pas se transformer en une maison d'arbitrage politique. Voilà, parce que là, c'est des questions politiques. Voilà, Jean-Paul Omolou est embarqué dans une situation politique qui l'a amené à avoir des positionnements politiques, à avoir donc des déclarations que l'autorité togolaise estime être en porte-à-faux avec les lois nationales. Voilà. Est-ce qu'une maison de la diaspora peut régler ces questions? Je crois qu'il y a des cadres beaucoup plus appropriés au niveau politique que justement les hommes politiques peuvent mettre en place pour pouvoir gérer de telles situations. Voilà. Sinon, je ne crois pas que la maison de la diaspora peut faire quelque chose. Puisque la peur de tous les Togolais, ou soit pour investir maintenant au pays, ou même si par exemple il y a des activistes politiques au jour le jour qui continuent par réclamer des choses, par parler du gouvernement et autres, ils ont peur de rentrer, peur d'investir toujours au Togo. Non, mais moi, là où je suis, je crois que quand on fait quand même les choses de façon responsable, on n'a pas besoin d'avoir peur. Moïse, toi et moi, nous avons eu des émissions ici. Je n'ai pas, à certaines émissions, je n'ai pas été du tout tendre avec le pouvoir par rapport à certaines responsabilités. Moi, je me rappelle en 2000, à la crise de 2017, je suis allé au Togo. J'ai eu des émissions avec des médias au Togo, mais les termes que j'avais employés en son temps étaient quand même suffisamment forts. Mais c'était de la critique fondée. Vous comprenez, parfois nous confondons quelque chose. Critiquer, ce n'est pas insulter, ce n'est pas faire de l'outrage à l'autorité. Ce n'est pas appeler à la violence. Ce n'est pas appeler à attenter à la vie de quelqu'un, à la sécurité d'un pays. Donc, vous comprenez, là où je suis, si au cours d'une émission, effectivement, je lâche des phrases pour demander à l'armée togolaise de prendre ses responsabilités pour débarquer fort, et le jour où j'atterris à Lomé, et l'autorité m'arrête, vous comprenez, on ne peut pas quand même mélanger ces trucs-là pour dire que non, c'est parce que non. Vous comprenez, il y a des pouvoirs où, comme je l'ai souvent dit, moi, si je suis président, c'est des trucs sur lesquels je vais fermer les yeux. Parce que vous ne pouvez pas être là à vouloir gérer chaque petite situation derrière chacun de vos citoyens. Vous comprenez? Mais il y a des pays qui se retrouvent dans une certaine position où ils estiment que lorsque les gens ont de telles positions, ça donne beaucoup plus de risques et donc ils réagissent et énergiquement, tel que ça a été dans le cas de Jean-Paul Omolou. Je n'ai pas envie d'étaler des choses sur cela parce que ce n'est pas l'objectif de l'émission et mon objectif n'est pas de dire que Jean-Paul Omolou a fait des trucs en tout cas qui le condamneraient, mais il faut quand même être honnête pour dire que lorsque vous suivez effectivement certaines interventions, parfois vous avez froid au dos. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que la maison de la diaspora, c'est justement tout ceci là, ça fait partie de la crise de confiance basée sur le politique. Et c'est pour cela que, dans ma dernière prise de parole, j'avais indiqué qu'il était important qu'au niveau politique, vraiment des solutions soient trouvées pour que la sérénité revienne
partout où les Togolais se retrouvent. Sinon, on va continuer justement de s'arc-bouter autour justement de ce que nous sommes partisans pro-pouvoir ou contre-pouvoir. Vous comprenez? Et ça, je ne pense pas que ça nous avance quelque part parce que je crois que même quand on est contre-pouvoir ou qu'on est pro-pouvoir, il y a quand même des choses essentielles sur lesquelles on peut se mettre d'accord et je crois que la maison de la diaspora est l'une de ces choses. Nous avons encore 2 minutes pour terminer l'émission. Nous allons nous permettre de donner 1 minute à chacun de nos intervenants. Alors, M. Mpapou Yambouama, dites-nous en termes de message de fin à l'endroit donc des responsables de la maison de la diaspora, quel est votre message? Merci beaucoup. D'abord, je réitère mon remerciement pour avoir été associé à cette émission. À l'endroit donc des autorités donc de la maison de la diaspora, je dirais qu'ils ont le devoir de faire la différence. Le devoir de montrer effectivement qu'on peut leur faire confiance. Et donc c'est à l'œuvre que nous allons effectivement apprécier ce que cette maison est. Maintenant, pour terminer, vous permettez, je vais juste faire des appels. Comme je n'ai pas eu le temps de conclure sur le premier élément que nous avons discuté, juste pour faire comprendre à ceux-là qui pensent qu'on est là à attendre que ce soit les autres qui apportent les solutions en Afrique, nous faisons des choses. Et ici, je voudrais appeler, justement pour ce qui concerne la situation sécuritaire dans le Sahel, notamment au Burkina Faso, nous appelons le peuple gourmandier, par exemple. Quand on parle de peuple gourmandier, on parle de gourmands, de Moba, de Gangans, à prendre la tâche avec nous, peut-être sur le 319 491 4709, parce que nous sommes en train de lever des fonds pour venir en aide aux populations déplacées à l'interne du Burkina Faso, qui n'ont pas de quoi manger parce qu'on les a empêchés de cultiver, et parce qu'on a brûlé leur maison. Vous savez toute la situation. L'autre chose, c'est d'inviter les Togolais d'Iowa et ceux qui sont essentiellement à Cedar Rapide et à Iwasidi à la réunion de ce dimanche de SAT Iowa, qui est cette association-là qui essaie donc de réunir les Togolais d'Iowa. Donc ce dimanche, à partir de 15 h, à Cedar Rapide, il y a donc cette association qui tient son AG et nous demandons aux uns aux autres de se joindre. Et donc pour terminer, mon association panafricaine, IADEA, invite tous les Togolais justement à une journée festive le 11 décembre, ce sera donc un samedi, à partir de 15 h, ici à Cedar Rapide. Au cours donc de cette fête-là, nous voulons joindre l'utile à l'agréable en déployant un projet qui va concerner par exemple la mise sur pied au Togo d'une unité de transformation de la tomate. Ce sera donc l'occasion d'échanger pour que nous, en tant qu'Africains, nous essayons de voir comment nous pouvons contribuer à développer nos pays à travers l'emploi. Donc, je vous remercie essentiellement, Moïse. Merci à Afro Web TV. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés. Et merci à vous, Maître Alain. C'était un honneur d'être là avec vous tous. Merci M. Mpapou, pour votre présence. Maître Alain, votre mot de fin pour terminer cette émission. Oui, merci à notre frère et collègue Moïse Agbenigan et AfroWeb TV, toute l'équipe de AfroWeb TV, de nous avoir invités. Je vais lancer un appel au président Macron et à toute la France et leur demander de prendre le pouls du temps et de savoir s'adapter avant qu'ils ne perdent complètement toute l'Afrique. Nous ne sommes plus dans une relation de paternalisme. Il faut faire une véritable relation, enclencher une véritable coopération économique avec l'Afrique. Et à nos dirigeants, je leur demande, surtout comme sur le deuxième point,
de notre discussion, on a parlé de la diaspora, de la maison de la diaspora. Je vais profiter et demander l'indulgence du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, de libérer les détenus politiques et surtout ceux de la diaspora, notamment Aziz Goma et Jean-Paul Omolou, et ainsi de suite. Et pour ceux qui sont en charge de la maison de la diaspora, et comme mon frère Yempabou venait de le dire, il faut continuer le travail de mise en confiance des membres de la diaspora, parce que la diaspora a accès à beaucoup de ressources en termes financiers. Vous savez que chaque année, nous transférons rien qu'envers nos familles plus de 500 millions de dollars, à peu près 290 milliards de francs CFA. Ce n'est pas petit, mais ça, ce n'est rien comparé à la potentialité que les Togolais de la diaspora ont si on s'engage dans la création de la valeur ajoutée par la mise en place des structures d'entrepreneuriat sur toute l'étendue du territoire. Aux États-Unis, où moi je réside aujourd'hui, si nous laissons les banques de côté, rien que la population des États-Unis, nous avons à notre disposition plus de 30 trillions de dollars qui sont disponibles, et il y a une manière de pouvoir décaisser ces fonds pour investir dans nos pays, parce que nous avons acquis la nationalité du pays hôte. Nous avons acquis la nationalité des États-Unis. Alors, nous savons comment faire pour investir et pour apporter des investissements directs financiers dans l'économie du Togo. Et au gouvernement, je veux leur dire, si vous ne rendez pas service au Togo, si vous ne faites pas un effort de stabilisation du climat politique, pour que tous les Togolais se sentent une fois et rentrent au pays chez eux. Il ne faut pas oublier que nous, membres aux États-Unis, nous avons une conscience continentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, par exemple, j'habitais à Chicago, j'ai habité à Washington, D.C., dans l'État de Maryland. Maintenant, je suis à New York et j'ai fait d'autres États des États-Unis. Donc, si en Afrique, et qu'il n'y a pas une stabilité politique dans un pays, eh bien, je vais étudier, je vais voir le pays qui offre plus d'opportunités en termes de stabilité politique, en termes de l'administration de sa justice. Si nous n'avons pas cette garantie, eh bien, n'attendez pas que nous pouvons véritablement développer le pays. C'est pourquoi je dis, et je le répète, que pour le moment, cette maison de la diaspora, qui est une bonne chose en soi, a une vocation limitée. Je vous remercie. Merci, Maître Alain, juriste et stratégiste, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Avis de la diaspora. Merci à Monsieur Yempapou Yembouam. J'ai envie de vous appeler aujourd'hui Monsieur Rodolphe. Alors, pour ceux qui le connaissent, bien évidemment, merci à Monsieur Rodolphe, président d'association IADA et analyste, membre de la société civile, qui ne cesse de nous soutenir pour cette émission. Merci à vous tous qui allez suivre également en replay cette émission sur YouTube dans quelques instants. Merci de vous abonner, puisque c'est l'Afrique gagnant sur AfroWeb TV. On se revoit pour un autre numéro, surtout le samedi, pour décrypter encore l'actualité, surtout sur la même antenne avec le même plaisir. Bye.